Alexandre Vincendet, bonjour. Bonjour. Première question d'actualité, on a appris hier qu'on pourrait passer le permis de conduire à 17 ans dès l'année prochaine, annonce d'Elisabeth Borne. C'est une bonne idée ? Il faudra mesurer. Après, ce qu'il faut faire extrêmement attention, ça va être surtout être la prévention. Aujourd'hui, les jeunes sur la route font partie de ceux qui payent le plus lourd tribut des accidents. Donc je pense qu'il va falloir par contre peut-être revoir l'examen du permis de conduire, mieux sensibiliser les jeunes, et j'aurais peut-être préféré, mais après on verra comment tout ça se mettra en place d'ici le 1er janvier 2024, peut-être mieux coordonner et mieux articuler d'un côté la conduite accompagnée qui amène au permis à 17 ans. L'idée c'est que les apprentis notamment puissent aller à leur travail avec... Donc mais ça pose aussi le problème des mobilités et dans le milieu rural, mais aussi dans les milieux urbains où aujourd'hui on le voit, il est de plus en plus difficile de se déplacer, d'aller travailler, et donc je pense aussi qu'il faut qu'on repense complètement les mobilités dans notre pays. Ça, c'est un enjeu majeur. Alors, l'actualité est dominée par une série de faits divers, une série noire jusqu'à cette affaire de Bordeaux où on a vu une grand-mère et sa petite fille être violentées devant chez elle. C'est une suite de faits divers ou c'est une évolution inquiétante de la société, une généralisation de la violence? Alors, si on prend le cas de Bordeaux en particulier, c'est déjà un individu qui est connu, ultra connu des services de police, qui est un multirécidiviste en puissance sur des questions de violence, et on a appris hier qu'en fait, visiblement, c'est quelqu'un qui a aussi des problèmes psychiatriques extrêmement graves et qui ne prend pas son traitement. Qu'est-ce qu'on fait ? Et il y a un moment, mais le vrai sujet, c'est quelle est la chaîne de responsabilité ? Pourquoi ces personnes qui sont dangereuses pour elles-mêmes et surtout dangereuses pour les autres, qui par ailleurs sont en liberté, pourquoi celles-ci ne sont pas prises en charge ? Parce qu'il n'y a pas d'établissement psychiatrique en assez grand nombre. C'est le vrai sujet. Et aujourd'hui, on le dit, depuis des années, moi j'ai été maire d'une ville de banlieue, Rieux-la-Pape, une ville populaire où il y avait, quand j'ai été élu en 2014, 57% de logements sociaux. Dans nos villes, on le voit, et notamment là où les populations les plus en difficulté sont, il y a des vrais problèmes psychiatriques, et nous avons un problème sur la psychiatrie en France. Ces sujets, en tout cas, sont prégnants dans la société, et il faut les traiter. Si on ne règle pas le problème de la psychiatrie en France et qu'on ne prend pas en charge les personnes qui en ont besoin, c'est pas en les mettant en prison qu'on arrivera à régler les problèmes, et on aura des grenades dégoupillées en permanence dans nos rues. Le RN dit qu'au contraire, si on vide les prisons de tous les étrangers qui y sont en les renvoyant chez eux, on aura des places de prison pour ces gens-là. Mais très bien, la personne qui a été à Bordeaux, qui a été mise en garde à vue et qui est coupable de cette agression, elle n'est pas étrangère, elle est de nationalité française. Donc de toute façon, il faudra bien la gérer puisqu'elle va rester sur le territoire. Oui, le RN dit on la mettra en prison parce qu'on aura libéré. Mais le problème, c'est que visiblement, si cette personne a des problèmes psychiatriques, on ne soigne pas les fous en prison. Le vrai problème, c'est qu'on les soigne dans des hôpitaux. Et puis après, derrière, il faut que ces personnes-là soient suivies médicalement et que derrière, on les force à prendre un traitement. S'ils ne prennent pas ces traitements, on ne pourra pas les laisser dans nos rues parce qu'encore une fois, on aura des grenades dégoupillées. Mais à un moment, qui est responsable sur le fait que ces personnes soient en liberté et qu'elles ne soient pas surveillées, qu'elles ne soient pas contrôlées médicalement? Donc ça, c'est un vrai sujet. Les médecins n'aiment pas enfermer. Je sais, les médecins n'aiment pas enfermer, mais je pense que les victimes, elles n'aiment pas être agressées. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a aussi des agresseurs qui ne sont pas connus pour des raisons psychiatriques. Ça, contre cette insécurité-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'avez-vous fait, vous, à Rieux-la-Pape, pour faire baisser l'insécurité? Alors nous, c'est simple. Aujourd'hui, Rieux-la-Pape, quand je suis devenu maire, donc qui est une ville de banlieue lyonnaise en 2014, était une des villes qui connaissait le plus fort taux de délinquance. Aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les différentes statistiques. Il y a eu un classement dans le Parisien l'année dernière qui montre que la commune dont j'ai été maire pendant 8 ans et demi est passée aujourd'hui comme la ville la 3e plus sûre de la métropole de Lyon. C'est quoi? C'est de la vidéosurveillance? C'est de la vidéosurveillance. On a triplé les effectifs de police municipale. C'est la mise en place de brigades cynophiles. C'est la mise en place de brigades de lutte contre les rodéos urbains avec une brigade moto. C'est une politique de prévention de la délinquance. C'est le fait de recevoir les parents de mineurs délinquants quand vous êtes maire avec leurs parents et de leur proposer un accompagnement parental qui, s'ils le refusent, peut emmener à la suspension des aides municipales. Ça marche, ça, c'est dissuasif? Ça marche plutôt bien parce qu'en fait, quand vous 9 fois sur 10, vous n'avez pas besoin de suspendre les aides municipales. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous créez un dialogue avec les parents. Et moi, j'ai rencontré en tant que maire des dizaines de parents qui parfois sont détruits par le fait de voir leurs enfants glisser vers la délinquance et le fait de leur tendre la main aux parents, tendre la main aux jeunes. Ça règle des problèmes. Et de l'autre côté, ils voient bien, il y a la main tendue, la générosité, la volonté de les aider à s'en sortir, mais de l'autre côté aussi, la fermeté qui dit attention, si vous ne respectez pas les règles, ça va tomber très fort. Et ça a plutôt tendance à marcher. Les discussions continuent aussi sur la future loi immigration. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce qu'il y a un point d'accord possible entre les LR et la majorité? Et je pense que ça va être nécessaire. Le vrai sujet, vous en parliez, c'est que le Rassemblement national aujourd'hui, de toute façon, continue à vivre sur les problèmes que rencontrent les Français, les problèmes des problèmes d'insécurité, bien évidemment, les problèmes d'immigration. Il défend un leurre qui est l'immigration zéro, mais ne rien faire,
ça serait aussi une folie. Donc il faut bien qu'on arrive à trouver de nouvelles mesures. Si je prends les mesures qui vont être proposées par le gouvernement, elles sont défendues par les Républicains. C'est passé en commission au Sénat d'ailleurs. Voilà, donc... le retour de la double peine, le fait de limiter le regroupement familial, le fait de limiter le nombre de recours pour les personnes qui ne sont pas sur le territoire de façon légale, le fait de défendre pour les mineurs non accompagnés qui ne veulent pas donner ni leur papier, ni leur identité, ni leur date de naissance, une présomption de majorité. Et non plus une présomption de minorité. Mais sur la régularisation, par exemple, des travailleurs qui sont sur le territoire sans papier, mais qui sont nécessaires pour les métiers en tension, les LR sont pas d'accord. Oui, mais je pense que c'est une erreur aussi. Je rappellerai simplement que les Républicains, hier l'UMP, quand Nicolas Sarkozy était notre candidat, puis le président de la République, défendait ce qu'il appelait une immigration choisie. On a parlé pendant des années de mettre en place des quotas. Eh ben tiens, chiche, faisons-le. Et on va en fait arriver à appliquer une politique que nous défendons depuis des années. Moi, je pense qu'à la fin, moi je vous le dis, en tout cas en l'état, moi c'est un texte, le texte de Gérald Darmanin, pour lequel je suis plutôt favorable et que j'ai plutôt l'intention de voter. Quand je parle avec nombre de mes collègues, je pense que c'est un chemin vers lequel nous irons. Il y a bien sûr un jeu de co-construction parlementaire. Je pense que Gérald Darmanin, de toute façon, est un ministre qui est à l'écoute. J'ai travaillé avec lui en tant que maire, on parlait des problèmes d'insécurité sur Rieux. Bien sûr, il y a ce que j'ai fait avec la police municipale. Il m'a beaucoup aidé d'ailleurs avec les moyens de la police nationale. Et je pense que Gérald Darmanin est quelqu'un qui est capable d'être à l'écoute et qui, pour le coup, peut on va dire, arriver à faire la synthèse entre la droite et la majorité présidentielle. Et puis il y a l'autre projet de loi, celui que vous n'avez pas signé, l'autre proposition de loi constitutionnelle. Darmanin a dit c'est une ligne rouge, c'est l'idée de pouvoir s'exonérer des engagements européens. Oui, bien sûr, j'ai pas signé cette proposition de loi constitutionnelle des Républicains. Pourquoi ? Parce que, pour deux raisons. La première, c'est que je pense qu'on ne peut pas envoyer, quand vous êtes un parti de droite de gouvernement, un signal qui est de celui de se dire on peut aller vers un Frexit migratoire. Quoi qu'on en dise, il y a une jurisprudence constante en Europe. L'Europe se tricote, elle ne se détricote pas. Et quand on vous parle d'opt-out et quand nos auditeurs entendent parler d'opt-out, ça veut dire que simplement, dans la négociation des traités, on n'y va pas. Mais si on y va, on revient pas en arrière. On ne peut plus en sortir. Or, on y est allé, nous. Donc. Oui, on y allait. Donc ça veut dire que si derrière vous avez un référendum, ça veut dire qu'on sortirait de l'Europe. Mais quel signal on enverrait aux Français ? On peut pas s'aligner sur le Rassemblement national. Et par ailleurs, je pense que cette idée est inopérante pour une bonne et simple raison. Allez, imaginons que nous allions vers le référendum. Vous avez le temps de la campagne, vous avez le temps de l'élection, et après, le temps du vote, et vous avez le temps de la négociation. Ça veut dire que pendant au minimum 3 ans à 4 ans, rien ne bouge le temps des négociations. Mais c'est une folie. Donc il faut agir tout de suite, rapidement, et ça passe par un texte sur l'immigration. Alors Renaissance tient aujourd'hui une réunion avec ses propres parlementaires, une vingtaine, pour étudier les conditions de ce rapprochement avec LR. On l'entend, vos propos, vous êtes plutôt favorable à un accord. Est-ce que vous souhaitez aller jusqu'au pacte de gouvernement ? Moi, je défends l'idée d'une coalition, pacte de gouvernement, pacte majoritaire, vous l'appelez comme vous voulez. Je pense simplement qu'aujourd'hui, les Républicains ont aujourd'hui une capacité à faire bouger les lignes, à stabiliser les choses politiquement pour notre pays. On le voit bien, on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, le fait que aujourd'hui il y a énormément de tensions, une majorité présidentielle relative avec un président de la République qui institutionnellement ne peut plus se représenter, c'est source de tensions, et ces tensions dans l'hémicycle se répercutent dans le pays. Or, je pense qu'aujourd'hui nous pouvons apporter une clé, et d'ailleurs, dans les faits, il y a déjà une majorité. 33 projets de loi ont été adoptés à la majorité depuis le début du mandat. Certains avec la gauche, comme sur les éoliennes, mais sinon ils sont tous passés. Regardez sur les retraites, quoi qu'on en dise, il y a certes eu une motion de censure, mais elle n'a pas été adoptée parce que 2/3 des députés, les Républicains, n'ont pas voté cette motion de censure. Nous avons voté la loi sur le nucléaire, nous avons voté la loi sur la programmation du ministère de l'Intérieur. On a voté 413 milliards pour la défense. Donc je pense qu'à un moment, simplement, oui, il faut acter les choses, avancer et arrêter, si vous voulez, de se cacher de ce qu'on fait en permanence dans l'hémicycle. Dans l'idée que vous préparez là, l'après-Macron, c'est-à-dire en gros d'aller vers cette alliance pour avoir un jour un candidat unique, pour rester ce parti dominant central dans le pays ? Je pense qu'il y a une décomposition politique en 2017 qui s'est poursuivie en 2022. Je pense cependant qu'il y aura en effet une reconstruction en vue de 2027. Et la question est assez simple. Je pense que Marine Le Pen ne peut gagner que si elle est face à l'extrême gauche ou à Jean-Luc Mélenchon en 2027. Donc il y a division des réformistes. Donc, s'il y a une division du camp des Républicains, derrière, il y a un vrai risque d'accident démocratique. Et moi, je ne veux pas, en tout cas mon combat, c'est de faire en sorte qu'en 2027, ça ne soit ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée, mais que ça soit quelqu'un issu plutôt de la droite républicaine.
Et j'ose espérer que nous serons tous assez intelligents pour nous entendre en mettant les petites querelles d'ego de côté parce qu'il s'agit simplement de l'avenir de la France. C'est les sondages qui feront aussi l'arbitre. C'est les sondages, c'est la dynamique aussi qui sera enclenchée par tel ou tel candidat. C'est aussi l'incarnation et le lien que un candidat pourra créer avec les Français, puisque l'élection présidentielle, c'est une élection un peu unique au monde, où il faut un moment aller à la rencontre du peuple, et il faut arriver à créer ce lien qui est difficile à nouer et qui est facilement cassable. Les états généraux qu'engagent les Républicains en ce moment, c'est utile? Ça va permettre de mettre à plat le corpus de valeurs de la droite, ou c'est un gadget? Ça fait longtemps que la droite, depuis 2012, depuis qu'elle ne gagne plus l'élection majeure, essaye de réfléchir sur ce qu'elle a à proposer. Moi, je pense qu'il faut d'abord se poser la question, on en parlait, de la ligne. Aujourd'hui, la ligne que nous avons dans notre famille politique, c'est-à-dire rester au milieu du gué, on voit bien qu'elle ne marche pas. Élection après élection, les scores baissent, nous sommes arrivés à moins de 5% à l'élection présidentielle. Donc il faut choisir. Aujourd'hui, la droite n'est plus comme avant, elle n'est plus hégémonique. Aujourd'hui, la droite républicaine, en tout cas les républicains en eux-mêmes, ne peuvent plus dire « bon, allez ». C'est nous qui mettons tout le monde d'accord, vous vous rassemblez autour de nous. Mais c'est comment, justement, je pense, on arrive à imaginer la place des Républicains dans une tripolarisation de la vie politique avec une extrême gauche très forte, une extrême droite très forte et un pôle central. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord penser à ça. Par ailleurs, moi, j'ai réuni les militants dans ma circonscription pas plus tard que ce week-end pour les 1 an de cette nouvelle mandature. C'était le jour de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Quand vous parlez de cette situation politique, bizarrement, les militants, ils la comprennent. Ils sont prêts à l'accompagner. C'est-à-dire que je pense que les esprits sont prêts. Maintenant, il faut simplement que nos chefs aussi se disent, bon, allez, il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on arrive à trouver des compromis avec la majorité présidentielle. Un mot sur le Lyon-Turin, cette ligne de chemin de fer contestée par les écologistes, il verra le jour? J'espère qu'il verra le jour. En tout cas, le tunnel est déjà en train d'être creusé, donc de toute façon, il faudra le terminer. Réalisé, oui. Il faudra le terminer. Il y a des financements européens qui sont engagés. L'État est prêt à s'engager. Il faudra aussi que les collectivités suivent, notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je crois savoir qu'il a été dit que des engagements avaient été pris. Mais le vrai sujet, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, les écolos, ils sont contre la voiture, contre le camion, mais maintenant ils deviennent contre le train pour éviter le ferroutage. On est chez les fous. Et c'est nécessaire aujourd'hui pour notre territoire, pour le développement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de Lyon, que ce Lyon-Turin se fasse. C'est nécessaire et vital. Alexandre Vincendet, merci et bonne fête de la musique ce soir. Merci à vous. Merci messieurs. On retiendra « Je suis plutôt favorable » au texte de Gérald Darmanin sur l'immigration. Christophe, on vous retrouve demain en compagnie de Paul Midi, député Renaissance de l'Essonne. À demain Christophe. Radio J.